Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre de brasseurs aux quatre coins de France. Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Nous venons de dépasser les 25 000 écoutes depuis le début de l'aventure, le 28 septembre dernier, et vous êtes désormais plus de 1600 à suivre le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Alors je sais pas si vous avez pu profiter des vacances pour aller à la rencontre des brasseurs. Moi oui, fin juillet, début août en Bretagne, j'ai eu l'occasion de découvrir deux brasseries artisanales, la brasserie de la Bise à L'Heureux et la brasserie Tiens bon la barre à Becherel, avec Mike et Bruno, les deux brasseurs, que je salue et que je remercie pour leur accueil. Merci aussi à Arthur pour son évaluation et son commentaire sur Apple Podcast. Il apprécie, je cite, ces découvertes, redécouvertes et visites auditives de nos brasseries françaises, un patrimoine qui renaît de ses cendres et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Un jour, moi aussi, je serai brasseur, c'est certain, dit Arthur. Merci Arthur, merci à tous pour vos messages et pour vos encouragements. Saison 2, épisode 6, la brasserie Louarn à Rennes. On ne va pas réécrire l'histoire de la bière et de la Bretagne. Début 2018, Corentin Le Tallec et Briec Pérez s'associent pour créer la brasserie Louarn. Si aujourd'hui, ils sont installés à 2 pas de la gare de Rennes, c'est en Amérique du Sud que l'histoire commence. Corentin Le Tallec. L'histoire du coup commence au Mexique. En fait, j'étais parti rejoindre mon meilleur ami qui a lancé une production de vin à la frontière californienne. Et je l'ai rejoint avec son frère pour travailler avec eux pendant quelques mois. Et j'ai trouvé ça passionnant. Du coup, je suis resté une demi-année là-bas. J'ai appris à faire du vin. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des Mexicains, et en particulier des Mexicains qui avaient aussi des origines américaines, très proches de la Californie, San Diego, et au final gros amateurs de bière artisanale, parce que à San Diego ça fait une trentaine d'années que ça a commencé, avec et maintenant il y a un nombre incroyable de microbrasseries. Je crois qu'ils vendent les microbrasseries, c'est 50% de part de marché maintenant en Californie, ce qui est énorme. Et ça a dérivé progressivement là il y a quelques années, à peu près 7 ans, au Mexique, donc au nord du Mexique. Et il y a 4-5 microbrasseries qui se sont créées dans la ville dans laquelle j'étais, qui s'appelle Ensenada, qui est une ville de 700 000 habitants à peu près. Et ils ont commencé à faire des pale ale et des IPA il y a du coup 7 ans. Et petit à petit, ils ont gagné en qualité. Et là, ils faisaient des excellentes bières quand moi je suis arrivé. Et plusieurs références. À 4 brasseries, ils étaient à un peu plus de 12 références. Donc j'ai un peu goûté à tout et formé mon palais à l'amertume et aux agrumes. Et ça m'a beaucoup plu. Et comme j'étais dans la production de vin, ça me paraissait moins abstrait de produire mon propre alcool. Et comme c'est compliqué de produire du vin, je me suis dit, j'adore la bière et j'ai envie d'essayer. Donc j'ai contacté un copain en Bretagne pour lui demander s'il voulait tout simplement essayer de produire de la bière, avec quand même l'objectif au fond de plus tard, pourquoi pas, lancer sa microbrasserie. Parce que la production, comme je l'ai dit, m'a beaucoup passionné, j'ai trouvé ça très intéressant, et surtout le métier aussi de notre responsable, de notre boss, qui s'occupait de tout ce qui était communication, publicité, puis assemblage du vin, aussi aller voir des chefs pour faire des événements, etc. Tout le côté entrepreneurial aussi dans l'affaire, en plus de la bière, me donnait vraiment très envie. Donc j'ai commencé à bosser le sujet au Mexique, j'ai commencé à regarder quel était l'engouement en Bretagne, quelles étaient les tendances. J'ai vu que c'était quand même un marché qui était très porteur, parce que comme il y avait un objectif aussi professionnel derrière, je voulais savoir si c'était viable à ce moment-là. Et même si j'étais au courant de cette mode, j'avais pas encore vraiment pris conscience de l'ampleur du mouvement. Et j'ai surtout pris conscience en allant à San Diego et en goûtant toutes ces bières différentes, artisanales, et en voyant des cartes dans des restaurants, des cartes de bière plus fournies que les cartes de vin. Je me suis dit, ah oui, il y a un marché quand même assez incroyable. Et le marché actuel
en France et même en Bretagne, pour l'instant, il est minime comparé à ce que j'ai pu voir là-bas. Donc ça m'a fait prendre conscience de tout le potentiel qu'il y a, et pas seulement en termes de production de bière, mais toutes les possibilités aussi parallèles qu'il peut y avoir avec la bière. Ouais. Et c'est en fait au Mexique que tu réalises qu'il y a tout un engouement qui est en train de se déployer depuis plusieurs années en France autour de la bière, des brasseries, des microbrasseries. Exactement, du coup c'est vraiment au Mexique que j'ai pris conscience de la vitesse à laquelle ça se développait sur place, parce que ça allait beaucoup plus vite que à Rennes au moment où moi j'étais au Mexique, c'est-à-dire que dans la ville dans laquelle j'étais, qui est une ville quand même un peu plus grande, 700 000 habitants, il y a 4-5 microbrasseries qui se sont créées, des grosses brasseries qui ont tout de suite proposé beaucoup de variétés d'ale, de pale ale, d'IPA, et très houblonnées, très agrumes, très légères aussi en alcool. Enfin, j'ai découvert des types de bières qu'on ne proposait pas forcément beaucoup dans le coin. Et voilà, j'ai vraiment ouvert les yeux sur cette mode que je commençais à voir apparaître en Bretagne, mais à un niveau beaucoup moindre. J'étais en train de commencer petit à petit à déguster des bières Lancelot, des bières Corève, des bières Brite, mais c'est déjà des brasseries à taille quasi industrielle désormais. C'était pas du tout de la microbrasserie. Et puis là, depuis 2-3 ans, à Rennes, ça s'est quand même beaucoup développé. Il y a de plus en plus de microbrasseries. Et là, le mouvement a vraiment bien démarré. Mais c'est tout récent, parce que ouais, il y a 3 ans, c'était encore assez... c'était pas flagrant, quoi. Alors que là, maintenant, on peut vraiment voir un engouement important autour des microbrasseries dans le coin. Quand tu rentres en France, t'avais encore jamais brassé et t'as fait tes premières expériences. Comment ça s'est passé ? Alors du coup, oui, j'avais jamais brassé. Mon collègue et associé Briec avait acheté il y a 3 ans du matériel de brassage qu'il avait récupéré, une casserole de 100 litres et des fermenteurs. Il m'avait proposé à l'époque de brasser nous-mêmes notre bière, mais j'étais très pris dans mes études et j'avais pas forcément la tête à ça. Mais c'est resté dans un coin de ma tête, et quand j'étais au Mexique, je l'ai contacté pour qu'on commence à brasser ensemble en rentrant. Et dès qu'on est rentré, en fait, j'ai étudié beaucoup les PDF de John Palmer en anglais pour savoir. C'est un ingénieur américain en fait qui a écrit un peu la Bible du brasseur amateur, qui est quand même très complète et mise à jour tous les ans. Ça m'a permis d'acquérir les bases et d'aller plus loin petit à petit. Et avec Briec, on a acheté du matériel amateur dès janvier 2017. Et on a commencé à brasser par une trentaine de litres. Et on est rapidement passé à des brassages de 60-80 litres, parce qu'au final la durée est la même et que ça nous permettait d'avoir plus de bière à faire goûter aux copains. Et voilà, on a commencé, on a fait je pense 3-4 brassages par mois pendant 1 an et demi, 2 ans. En ayant été acheter nos matières premières dans une brasserie locale de Tréguier, et notre malt dans une distillerie de whisky pareil dans les Côtes d'Armor. Et avec le même malt et les mêmes houblons, on a fait plein de types de recettes en essayant de s'améliorer au maximum sur le processus, sur la rigueur du brassage, et puis des températures. Et voilà, donc on n'a pas beaucoup touché à nos matières premières. L'objectif, c'était de faire la meilleure bière possible avec ce qu'on avait. Et petit à petit, on a commencé à avoir des bons résultats. Et puis après, on a commencé à réfléchir à aller plus loin et à créer notre microbrasserie. Alors aujourd'hui, cette microbrasserie, c'est une réalité. Alors, c'est assez surprenant parce qu'on est dans Rennes et on est dans le jardin. Là, on entend les oiseaux. C'est le début du printemps quand on enregistre ce podcast. Et voilà, dans l'extension de la maison, c'est la brasserie, quoi. Ouais, c'est-à-dire que la brasserie, elle est issue d'un ensemble d'éléments et de facteurs qui font que on en est arrivé là. C'est un peu en suivant des signes, c'est-à-dire que moi, je pars au Mexique, je vais faire du vin. Je me retrouve dans la production, je rencontre des gens qui sont passionnés par la bière, je me retrouve à proposer à faire de la bière à un copain.
Ce fameux copain, son père hérite d'une maison avec un local juste à côté et un jardin et de l'espace, une cave, etc. Du coup, tous les deux, avec Briec, mon associé désormais, on prend conscience du fait qu'on a un endroit pour vraiment produire de la bière et que si on s'organise bien, malgré le fait que le lieu soit petit, il y a quand même moyen d'avoir une belle petite production. Et ainsi de suite. Donc tout s'est enchaîné et tout a connecté pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et là, ça fait maintenant, ça fait 5 mois là, qu'on a commencé à commercialiser nos bières. Voilà. Ouais, donc vous tâtonnez autour de vos recettes pendant 1 an et demi, et en octobre 2018, le premier brassin arrive. Exactement, on a tâtonné pendant 1 an et demi, on a fait plein de recettes différentes avant d'avoir des résultats stables. Et ensuite, dès que notre recette était élaborée, qu'on avait trouvé la bière qui nous plaisait, donc une IPA Chinook Cascade assez classique, mais par contre qu'on a revisité dans le sens où elle est plus axée sur le malt, elle a un peu plus de corps, elle est légèrement ambrée, rousse, et donc on est moins sur une IPA sèche, et on est sur une bière avec plus de corps, plus ambrée comme je l'ai dit, et où l'agrume est un peu moins présent, et elle est moins amère que les IPA qu'on a l'habitude de boire. On est plus sur une ale houblonnée. Et du coup, une fois qu'on a trouvé notre recette, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et de lancer notre microbrasserie. Et sauf que le problème étant, on n'avait pas forcément de capacité financière importante, comme on était tous les deux en sortie d'études. Et donc on a dû faire une campagne de financement participatif pour lancer le projet. Donc une campagne qu'on a fait en juin-juillet 2017. Et où on a demandé aux gens de participer à hauteur de 10 000 euros, ce qu'on avait estimé être vraiment le minimum pour pouvoir commencer à brasser et à vendre nos bières. Et bon, après 10 000 euros, c'est très très peu, donc c'est beaucoup de bricolage, beaucoup de récup, des cuves d'empattage qui sont des tanks à lait, notre procédé de filtration, c'est nous-mêmes qui l'avons réalisé aussi. Les copains qui aident aussi. Le concasseur, c'est un ami architecte qui l'a réalisé, etc. Il y a un petit côté pionnier aussi de se retrouver comme étant la seule microbrasserie dans Rennes intramuros. Les autres sont un peu plus à la campagne. Ouais, effectivement. Il y a eu une autre brasserie, il y a eu un autre brasseur qui a été présent là pendant quelques années dans le centre. Mais c'est pas forcément évident en termes de locaux et c'est compliqué d'avoir une microbrasserie dans un centre-ville parce que pour vivre du brassage, il faut quand même faire certaines quantités et pour faire certaines quantités, il faut de l'espace. Et malheureusement, avoir des grands espaces en centre-ville, ça vaut cher et ça fait des charges trop importantes. Donc c'est pas simple. Et donc pour l'instant, il a mis sa brasserie en pause et donc actuellement, on est les seuls à brasser dans Rennes. Bon, nous, l'avantage qu'on a, c'est d'avoir ce local à disposition, cette cave, et pour l'instant de ne pas payer de loyer, ce qui nous avantage énormément, et nous permet de tout réinvestir dans notre petite brasserie pour petit à petit améliorer nos locaux et notre matériel, et proposer des meilleurs produits. Et du coup, effectivement, l'avantage d'être dans le centre-ville, c'est d'être à proximité des gens, et surtout de réinvestir aussi la ville avec une production locale en circuit court, ce qui est quand même attirant pour les gens. Donc il y a quand même pas mal de gens qui viennent sur place et qui ont envie de voir comment on peut faire de la bière dans le centre de Rennes. Et voilà, donc on essaye d'optimiser parce que c'est petit, mais c'est un beau challenge et je pense qu'on va rester encore 1 ou 2 ans ici et après on verra en fonction de nos ventes et des quantités qu'on doit produire si on a besoin de bouger, mais on est content d'être là et on peut déjà faire une certaine quantité de la bonne bière sur place, donc voilà.
tes tâtonnements, tes recherches, tes expériences de tes premiers brassins, tu les as partagés dans un livre déjà, jeune brasseur mais déjà auteur. Je réussis ma bière, c'est publié aux éditions Ouest France, c'est déjà une belle expérience. Ouais, bah alors ça c'est un effet positif du financement participatif, c'est qu'en plus de récolter de l'argent, ça crée du réseau, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens et ça donne énormément de visibilité quand la campagne est bien menée. Et on a eu un bel article dans Ouest France il y a bientôt 1 an et demi, ce qui nous a donné une très grosse visibilité à ce moment-là. Et ensuite, il y a un éditeur de Ouest France, justement, qui avait pour projet d'écrire un petit bouquin sur le brassage amateur et comment réaliser sa bière, un peu au même titre que les galettes, etc. Donc une édition où il y a pas mal de tomes. Et il m'a contacté au cours de l'été en me demandant si j'étais intéressé, parce qu'il avait vu que j'avais un parcours en droit et en histoire de l'art, et que j'avais aussi écrit le texte de la campagne de financement participatif qui était pas trop mal écrit du coup, et il y a vu une opportunité parce que j'étais brasseur, mais en même temps avec un parcours qui permettait aussi de se diriger vers l'écriture d'un livre. Et donc j'ai tout de suite accepté de travailler sur ce projet. Et c'est un petit livre, hein, c'est vraiment destiné aux amateurs. C'est un retour d'amateurs en transition vers le professionnel sur notre expérience. C'est une synthèse en fait de tout ce qu'on a pu apprendre sur cette période. Il y a toutes les étapes du brassage, le matériel qu'on doit avoir, etc. Mais c'est beaucoup de conseils pratiques très précis sur des points clés du brassage, pour moins faire d'erreurs et aller un petit peu plus vite dans l'apprentissage. J'ai tellement fouillé sur internet et sur les forums français et américains et dans les PDF de John Palmer, etc., qu'il y a tellement d'informations que des fois on peut un peu s'y perdre quand on est amateur. Donc là c'est vraiment voilà, c'est la synthèse des connaissances que j'ai pu acquérir et qu'on a pu acquérir tous les deux en 1 an et demi de brassage, quoi. On va découvrir les installations ? Ouais, très bien. Vas-y, je te suis. Voilà, alors on est dans la salle de brassage avec les cuves achetées grâce au financement participatif, mais il y a encore beaucoup de bricolage et d'investissement personnel, de compétences techniques mises à profit de ta part, de la part de ton associé, de la part de vos potes qui vous ont soutenu dans le démarrage de cette aventure. Je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Ouais. Alors du coup c'est le local préfabriqué qui est juxtaposé à notre maison dans laquelle on vit. Et alors on l'a aménagé petit à petit, on a fait de l'enduit, on a fait un peu de peinture, on a rajouté aussi de la peinture au sol, et puis après notre matériel de brassage c'est essentiellement de la récupération. Donc on a 3 cuves de brassage qui sont des tanks à lait. Des tanks à lait de 700 litres, donc avec lesquels on fait en moyenne 450 litres finaux de bière embouteillée. Et ces tanks à lait, on a été les chercher en Alsace, on les a payés 1500 € les 3, et avec ça on peut aller jusqu'à 2000 litres de production par mois. Pour l'instant on n'y est pas, mais voilà, donc on est assez fiers de notre installation. Ils sont posés quasiment à même le sol sur des blocs de béton, des parpaings. C'était l'installation la plus pratique et la plus rapide et la moins chère. Voilà, on a essayé de faire des économies à tous les niveaux, parce que comme on l'a dit, on a fait un financement participatif à hauteur de 10 000 €, mais c'est très peu pour se lancer. Donc voilà, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de bricolage. On a passé du temps à utiliser les sous qu'on avait au mieux pour pouvoir lancer cette microbrasserie. Par exemple, notre fond filtrant dans notre cuve d'empâtage, c'est une plaque d'inox qu'on a nous-mêmes travaillé et qu'on a nous-mêmes strié à la meuleuse, et qui fait très bien l'affaire. Et voilà, on arrive à très bien filtrer nos bières et à les mettre à mettre
notre mou en cuve d'ébullition avec un bon ratio d'efficacité, voilà, un bon rendement. Et alors là où c'est très artisanal, c'est que on chauffe au trépied, quoi. Ah oui, alors oui, ça c'est vrai qu'on chauffe au trépied. Et alors on chauffe à la bonbonne de gaz classique. Donc oui, ça c'est artisanal. On a acheté tout simplement, et encore une fois, là, on a acheté 3 brûleurs à paella. On a dû payer 200 € les 3 brûleurs. Voilà. Et puis pour l'instant, on a une puissance de 45 kilowatts, donc c'est bien, ça nous permet de mettre à ébullition notre brassage qui fait 500 litres dans la cuve d'ébullition. On doit mettre 1h30 quand ça sort de l'empâtage. Bon, c'est un petit peu plus long peut-être, mais ça marche bien et c'est pas un gros investissement, donc c'était parfait, quoi. Donc voilà. Mais donc ça reste une brasserie quand même faite un peu de briquet de broc. Ah ouais, clairement c'est briquet broc, mais ça marche très bien. C'est notre processus de brassage, c'est la partie la plus simple au final de notre travail actuel, c'est-à-dire que nos 3 tanks sont vraiment super agréables à utiliser, le fond filtrant marche bien, les brûleurs à paella avec les bouteilles de gaz permettent de dégager assez de chaleur. Une journée de brassage pour l'instant, quand on la gère bien, c'est 8 heures, ok, c'est plus long que d'autres où tout est automatisé, ça c'est clair, mais c'est pas beaucoup plus long et puis on n'a pas tant que ça de manutention, on a quand même des pompes avec des tuyaux et ça se passe bien, voilà. Pour les paliers de température, ça demande forcément plus de vigilance qu'une installation électrique où tout est automatique. Et alors du coup oui, on est obligé de brasser différemment et en fonction de son matériel. C'est-à-dire qu'on va pas faire du multipalier avec des brûleurs à paella. Ce serait un peu bête parce qu'on mettrait beaucoup de temps à changer de palier et ça voudrait pas dire grand-chose. Donc pour l'instant, on brasse en monopalier et au final, on avait fait des essais sur petit brassage, on n'avait pas des différences de goût importantes, donc on a aussi décidé de passer en monopalier parce que c'est plus simple et ce qui nous permet en fait tout simplement de maintenir, on met notre eau d'empâtage à 72 degrés par exemple dans notre tank à lait et directement on met notre malle dedans, ce qui fait descendre la température à peu près à 67. Qui est notre palier à nous de saccharification, parce que comme on veut avoir un petit peu de corps, on est un peu plus de 65 pour avoir un peu de dextrine, et après comme ça on laisse 1h30 dans le tank à lait fermé. Comme les tanks à lait sont isolés, parce qu'on est nous-mêmes désossés pour rajouter de la laine de verre entre les parois, ce qui permet de bien maintenir la température, on n'a même pas à rallumer le feu. Et donc on laisse juste 1h30 notre malt à tremper à 67 degrés. À la fin ça descend à 66, mais bon c'est pas grave quoi. Et après on fait le transfert dans la cuve d'ébullition et on met un couvercle et après il nous faut 1h30 pour arriver à ébullition. Donc au final pour les températures de brassage on n'a pas de soucis et ça se passe bien. On a trouvé des méthodes qui nous permettent de brasser efficacement, rapidement et sans trop se prendre la tête, donc ça c'est bien. Alors après ça vient l'étape de la fermentation. Ouais. Alors la fermentation, du coup, elle se fait pas loin du tout. Il y a juste à descendre un petit escalier et elle se fait dans la cave. Donc une cave qu'on a réaménagée. On a dû décaisser un peu parce que il n'y avait pas une très grosse hauteur de plafond et comme on est tous les deux assez grands, beaucoup moins grands que toi, mais il a fallu décaisser d'une 30aine de centimètres. Donc on a fait ça à la pelle. Hein. Ça nous a pris un bon mois quand même. Hein. On a décaissé je sais pas combien de tonnes de terre. Et voilà, et donc on est en terre battue pour l'instant. On a nos fermenteurs inox en fait qui sont dans une chambre chaude qu'on a créée dans une partie de la cave, qu'on a tout simplement on a tout simplement séparé la cave en deux avec du stéro-dur et voilà, donc on maintient en fait la température de cette chambre chaude pendant la fermentation environ à entre 16 et 18 degrés durant 3 semaines. Et ensuite, on embouteille et on remet les bouteilles dans cette chambre chaude à 18 degrés pendant 2 à 3 semaines. Et après, on les met dans la deuxième partie de la cave en stockage, où pour l'instant, là, en ce moment, il fait 10-12 degrés. Voilà. On a des conditions de fermentation qui sont optimales avec ce qu'on a, parce que nos levures, elles travaillent très bien entre 16 et 18 degrés. On arrive à peu près à 23 de température dans les cuves de fermentation, ce qui nous convient parfaitement. Effectivement, on ne peut pas maintenir 23 degrés
pendant l'ensemble de la fermentation dans la cuve, ce qui serait un peu mieux pour la maturation et pour l'équilibre de la bière. Mais bon, voilà, comme on fait avec les moyens d'Ibor pour l'instant, avant d'avoir un jour peut-être des cuves thermorégulées, voilà, on fait à l'ancienne et c'est notre espace qui est thermorégulé. On va voir la cave ? Ouais, c'est parti. C'est plus à l'aise debout. C'est bizarre, hein, quand on marche avec grand. Du coup, la cave, comme je disais, on a décaissé et on est à même la terre battue. Alors, dans la cave sont entreposés, là pour l'instant, notre IPA et notre bière aux fruits rouges. Donc, c'est nos 2 premières références, en attendant une 3e là, qui va bientôt sortir. Pour l'instant, on fait pas beaucoup de litrage. L'objectif, c'est de faire 1000 litres par mois. On n'y est pas du tout encore, même si les commandes commencent à s'accélérer et que là, ça commence à démarrer avec le printemps. Je sens que ça va peut-être exploser là, au cours des prochains mois. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire 2000 litres avec notre installation, ce qui va être jouable, mais il va falloir faire un peu de Tetris et s'organiser pour pouvoir stocker toutes les bouteilles. Donc ça va être compliqué, mais bon, c'est notre objectif là, au cours de l'année 2019. Les 5 dernières minutes avec bien sûr la dégustation. On commence avec la Louarn IPA, donc qui est la première bière de la brasserie Louarn. Exactement, donc la recette que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure, qui est une IPA pas classique dans le sens où elle est pas forcément sèche en bouche, elle est un peu plus ronde, un peu plus de corps, il y a plus de dextrine, donc un peu plus de densité. Et plus maltais, on est sur une IPA très légèrement ambrée, avec des maltes type Cara Munich qui nous donnent un petit goût de céréales plus présent. On est sur une IPA pas trop houblonnée, on est plus sur une ale houblonnée qu'une vraie IPA, même si sur le processus et sur le houblonnage accru ça reste quand même une IPA. Et voilà, on travaille sur 2 houblons très connus, assez classiques pour l'instant, Chinook et Cascade. Donc voilà, Chinook en amertume, Cascade en aromatique, avec un petit houblonnage accru, et voilà. Et maintenant on va la déguster. Yéret. Ça c'est du breton. Ouais, ça veut dire santé en breton. Et d'ailleurs, l'étiquette parle breton. Alors oui, sur notre première bière, il y a seulement la citation qui est en breton, qui veut dire « Nevache fin evit speredulem », ça veut dire un breuvage fin pour esprit malin, voilà, qui est en accord avec notre tête de renard juste au-dessus, qui est même pas un renard en fait à l'origine, c'est un chat druidique, qui a été peint par un ami artiste peintre, et notre nom, Louarn, du coup c'est le mot breton pour dire renard, voilà. Et nous deux, Briec et moi, on fait des études de breton. On a fait les écoles d'Iwan quand on était petits et on s'est rencontrés là-bas il y a quasiment une quinzaine d'années maintenant. Et donc on voulait aussi que le breton soit présent sur nos étiquettes. Alors sur la première, il est peu présent, mais sur les prochaines, et quand on refera la première étiquette, l'objectif c'est que ce soit vraiment bilingue sur toutes nos étiquettes. Voilà. Deuxième dégustation, la Rusée, qui est donc la bière rouge de la brasserie Louarn. Alors on est à peu près sur la même base maltais que l'IPA. La différence étant que là on est sur Chinook, Cascade et Aramis en houblonnage accru. Et un houblonnage accru aussi, au moment du houblonnage accru, on fait une infusion de fruits rouges. Donc là c'est un mélange de fruits rouges entre framboise, myrtille, cassis, fruits des bois, un bon mélange de fruits des bois. Et donc on met les fruits infusés pendant 5 jours avec le houblon dans la bière en fin de fermentation. Ce qui va donner une petite acidité à la bière, qui est liée à l'acidité aussi des fruits et à la refermentation qu'il peut y avoir. Donc elle est un peu plus, elle est plus fine que notre bière d'origine. Donc, et puis les arômes sont très floraux, très fruités, mais sans l'être de trop, et c'est une bière non sucrée. Voilà, il n'y a vraiment aucun sucre ajouté. Donc on est sur une ale rouge bien houblonnée aussi quand même. Et là aussi sur la bière rouge, l'étiquette parle breton. Alors oui, du coup sur la bière rouge, elle parle encore plus breton, parce que là le descriptif est en français breton. Alors qu'est-ce qu'elle dit l'étiquette ? Alors bière rue,
Frondus, gant nebet a sucre, zo kinniget deoc'h gant ar bier dilouarn. War un diaz maltek douce et te unvanniez ar frouez rue, hag an noupez da grouille blasio crin à l'ipous. Ce qui veut dire qu'on vous propose une bière rouge, très aromatique et naturellement peu sucrée, sur une base maltée douce. L'alliance du fruit rouge et du houblon vient révéler des saveurs puissantes et gourmandes. Ces 2 bières sont déjà présentes chez plusieurs cavistes à Rennes. Ça y est, c'est parti, c'est lancé, l'accueil est bon? Ouais, alors on est présent dans une douzaine d'établissements, majorité de caves et d'épiceries. Et l'accueil est plutôt bon, et actuellement là, avec le printemps qui arrive, là on commence à sentir que la demande est de plus en plus forte, et ce qui est bien, parce que ça va nous permettre aussi de travailler plus pour faire plus de bière, et c'est top, c'est ce qu'on voulait, c'est le résultat auquel on voulait arriver cette année pour l'instant, donc c'est génial, donc on est content. Merci à Corentin de Talec pour son accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Je vous invite à découvrir la brasserie Louarn en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Soutenez aussi le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France, direction le département du Rhône. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.